Bonjour Anne Lauvergeon. J'imagine que l'ancienne patronne d'Areva que vous êtes partage le point de vue de Louis Gallois sur les questions nucléaires. Tout à fait, et avec toutes les conséquences industrielles, puisque le prix de l'électricité, ces 10 dernières années, a augmenté de 120%. Et vous dites que c'est 3 à 4 fois l'inflation. Et vous dites que c'est d'ailleurs peut-être l'un des aspects de cette crise énergétique sur laquelle vous revenez abondamment dans votre dernier livre, qui est un livre absolument passionnant. Et il s'appelle Un secret si bien gardé. On va y revenir. Aujourd'hui, enfin en tous les cas c'est ce lundi, est débattue la programmation pluriannuelle de l'énergie à l'Assemblée. Alors, est-ce qu'on peut peut-être préciser ce dont il s'agit aux téléspectateurs ? Oui, alors c'était une loi à l'origine, c'est devenu un décret que souhaite signer le Premier ministre, et donc il a organisé un après-midi de débat sans vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire c'est la politique énergétique française pour 2025-2035. Pour les 10 prochaines années, c'est très important. Tous les professionnels du secteur expliquaient à qui veut l'entendre qu'il était urgent d'avoir un cap bien défini, au moins une décennie, voire plus. Est-ce que ce débat qui a lieu actuellement va dans le bon sens, ou bien est-ce qu'il est déjà dépassé ? Je pense que c'est un débat sur une feuille de route qui a déjà été, semble-t-il, décidée. Alors cette feuille de route, elle prévoit de caper le nucléaire à son niveau actuel, 360 TWh. Pas développer, pas produire plus. Pas produire plus, pas de nouveaux réacteurs tout de suite. Les premiers qui arriveraient seraient pour 2038-2040. C'est trop tard ? Non, c'est pas trop tard parce qu'on peut produire plus, mais je vais y arriver avec la base existante, ce qui est la solution la moins chère. On a beaucoup plus de renouvelables, donc on multiplie par 4 le photovoltaïque, par 2 l'éolien terrestre, par 35 l'éolien offshore. Et comme le disait Louis Gallois, tout ça, il faut des investissements, il faut raccorder. Parce que ce qu'on ne sait pas trop, par exemple, c'est que quand on fait de l'éolien offshore, le raccordement est aux frais de la communauté française. Et tous ces éléments, par définition, c'est la facture d'électricité de chaque consommateur qui va prendre en charge. Précisément, est-ce que ce choix politique ne résulte pas de logiciels qui commencent à être périmés ? Je pense qu'ils sont périmés depuis déjà un certain temps, mais la crise énergétique que nous avons connue le démontre de manière complète. À partir du moment, c'est-à-dire, moi je situe ça au début des années 2000, où la politique énergétique française, qui avait été extrêmement constante, 50 ans de politique non-stop, et c'est ce qu'il faut faire, parce que quand vous installez effectivement un barrage, c'est pour 100 ans, quand vous construisez une centrale nucléaire, c'est pour 60 à 80 ans, vous ne pouvez pas changer d'avis à chaque mandat électoral. Or, c'est ce qui s'est passé. On l'a vu d'ailleurs de manière très très récente encore. Emmanuel Macron, en 2019, annonce la fermeture de 14 réacteurs. Et de Fessenheim. Et ferme les 2 de Fessenheim. Et en février 2022, il annonce qu'il faut 14 nouveaux réacteurs. Ça fait 28 réacteurs de différence, c'est colossal. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas une époque qui s'est terminée, qui a commencé durant un septennat que vous avez bien connu, qui était celui les septennats de François Mitterrand, vous avez été l'une des conseillères spéciales, une des conseillères, une des Sherpas, et qui finalement a connu une fin au moment en plein premier quinquennat Macron. Moi, je dirais que c'est une politique qui a démarré avec Pierre Messmer, montant à la tribune de l'Assemblée nationale, pour annoncer un grand plan nucléaire. C'est le grand plan nucléaire pour que la France retrouve une autonomie et une souveraineté énergétique. Et puis après, Absolument. Ça a été les centrales de Valéry Giscard d'Estaing. Mais est-ce que justement... Mais ça a duré jusqu'au début des années 2000. Le dernier réacteur... Il n'y a pas eu, justement, sous François Mitterrand, avec la pression de la gauche et des antinucléaires et des écologistes, il n'y a pas eu quand même sous François Mitterrand,
Non, pas du tout. Après, le premier accro, tel que je le décris, c'est 1997, c'est Lionel Jospin, c'est la fermeture de Superphénix, qui était devenu un laboratoire pour faire disparaître les actinides à vie longue, c'est-à-dire les déchets nucléaires. C'était quelque chose de formidable, un objet unique au monde, et qu'on a arrêté de manière irréversible. Non, je dirais que jusqu'au début des années 2000, à part Superphénix, on tient bon. Et ensuite, on va commencer effectivement à défaire peu à peu, à changer d'avis, à redémarrer. Il y a bien sûr le quinquennat de François Hollande, où on décide, Ségolène Royal, d'arrêter la moitié des réacteurs. Je vous dis, après, on veut en fermer encore 14. Et tout ça parce que ce qui nous a imprégnés, c'est une forme d'idéologie allemande, qui faisait la promotion de leur modèle. Vous mettez beaucoup en cause l'Allemagne dans votre livre. Je crois que l'Allemagne, qui a aussi contaminé la partie européenne, a vendu une image à partir de Gerhard Schröder, 1998, qui fait alliance avec les Verts, les Grünen, vend un modèle assez simple, en devanture les renouvelables, derrière le charbon et le lignite, et puis encore derrière le gaz russe, et un gaz russe de plus en plus important. Alors tout ça a explosé effectivement après l'agression contre l'Ukraine. Il y a deux choses très intéressantes que vous soulignez. Il y a deux choses très intéressantes que vous soulignez dans votre livre. D'abord, que vous expliquez, en tous les cas, vous semblez expliquer l'opposition au fameux gazoduc Nord Stream, l'opposition américaine, non pas pour des questions environnementales, mais ni même pour des questions géopolitiques, mais pour des questions purement commerciales, c'est-à-dire que les Américains veulent avant tout déverser leur gaz liquéfié, leur gaz de schiste. Absolument, mais je crois que c'est une politique... Vous savez, les États-Unis, comme beaucoup d'autres États dans le monde, sont obsédés par l'énergie. Eux considèrent que l'énergie est un sujet absolument primordial, contrairement à beaucoup d'Européens. Et ce qu'ils ont fait, à partir de 2009, les Américains, c'est accélérer de manière extrêmement forte, aussi bien sous présidence démocrate que républicaine, la production de pétrole et de gaz de schiste. Ils sont devenus les premiers producteurs mondiaux de pétrole et de gaz. Et puis quand vous êtes premier producteur de pétrole et de gaz, il faut le vendre. Est-ce que vous pensez que la France doit développer du gaz et du gaz de schiste? Dès lors qu'on est prêt à... Pour l'instant, on ne le fait pas pour des questions environnementales et un peu patrimoniales aussi, oui, puisque les sites de gaz de schiste sont sur des sites classés monuments historiques. Pour certains. Pour certains, mais pas tous. Et puis c'est des vastes zones. Non, je pense que l'Europe, dans son ensemble, est quand même dans une situation très paradoxale. La plupart des pays ont interdit non seulement l'exploration et la production de gaz de schiste, mais ils ont interdit même les recherches pour essayer d'améliorer les technologies d'utilisation. C'est paradoxal ensuite d'aller importer du gaz de schiste liquéfié. Alors liquéfié, ça demande beaucoup d'énergie. Traverse l'Atlantique, ça demande encore plus d'énergie pour arriver chez nous. C'est pas une énergie décarbonée. C'est hypocrite, exactement. Et on pourrait peut-être avoir un débat là-dessus. Moi, ce que je trouve très frappant, c'est que sur tous ces sujets-là, on n'en parle pas. À quoi attribuez-vous le fait qu'on en parle si peu ? Parce que d'abord, on a dit qu'il y avait un sujet qui transcendait tous les autres, qui était le changement climatique. Et donc, on ne parle d'énergie qu'à travers le changement climatique. Puis, c'est très important, le changement climatique. Et je suis moi-même, personnellement, très concerné par le sujet. Mais l'énergie est un sujet en soi. C'est l'un des points très passionnants de votre livre. Vous évoquez d'ailleurs que l'une des personnes qui vous a alerté, en quelque sorte, sur cette question-là, n'est pas précisément un militant écologiste ultra-radical, mais l'ancien prix Nobel d'économie Maurice Allais, qui a été plutôt une référence plutôt du souverainisme et de la droite souverainiste. Donc, absolument. Moi, j'ai eu le bonheur d'avoir une conférence de sa part, et puis aussi de Robert Dautré, le père de l'abombage français, et les deux nous ont dit à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire il y a un CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère, et c'est formidable par rapport au modèle français, qui est quand même, pour l'électricité, basé sur du nucléaire et de l'hydroélectricité, qui ne font pas de CO2. Donc les deux voyaient quand même un très grand avantage à nos choix historiques. Anne Lauvergeon, revenons peut-être au fond. Si je vous suis, le modèle allemand et la politique de Bruxelles, influencée par le modèle allemand, ont considérablement affaibli nos capacités, en particulier nos capacités nucléaires. Pourquoi la filière nucléaire ne s'est pas mieux défendue
on parle d'un lobby nucléaire. Et pourquoi n'a-t-il pas réussi à faire plus prévaloir ses points de vue, notamment en matière de décarbonation ? Ben vous savez, le lobby nucléaire, il est toujours dénoncé par les Verts. La réalité, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Et surtout, il y a eu un choix extrêmement malheureux qui a été fait en 2007, qui a été de mettre tout le sujet énergie au niveau du ministère de l'Environnement. Et dans la plupart des cas, les ministres de l'Environnement étaient plutôt eux-mêmes antinucléaires, ou bien... Acquis un logiciel antinucléaire venu des Verts. Ou bien étaient obligés de faire avec, et donc de professer, y compris à droite. Mais je montre comment les Verts, les Grünen allemands, ont contaminé le SPD, puis la CDU sur leur lutte antinucléaire. En France, c'est la même chose. Ils ont commencé par le PS, et puis après, ils sont allés vers la droite. Alors, il y a deux anecdotes très intéressantes que vous racontez dans votre livre à ce sujet. Je voudrais qu'on s'y arrête. Vous racontez donc une scène assez hallucinante qui a déjà été racontée, mais enfin, dans laquelle Angela Merkel est accueillie par Vladimir Poutine avec un impressionnant molosse, alors que lui-même savait que la chancelière allemande avait une peur bleue, une phobie des chiens. Mais au-delà de ça, la scientifique Angela Merkel était-elle sincèrement favorable au nucléaire ? Pourquoi elle a cédé à la panique post-Fessenheim alors qu'elle n'avait plus de Grünen dans sa coalition? Je crois qu'elle vous a fait une confidence en 2009 à l'occasion d'un dîner. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle vous a raconté ? Ah oui, elle était en train de se préparer, parce que vous savez, sous Gerhard Schröder, donc il avait été décidé que le dernier réacteur fermerait en 2022. Et elle préparait justement le changement par rapport à cette décision, le fait de les maintenir ouvertes. Et il y avait, je pense, chez elle, une vraie... elle y croyait vraiment, donc elle voulait vraiment le faire. Physicienne, comme vous dites, Allemagne de l'Est, donc un certain nombre, mais très 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 politique. Donc, et au moment où il y a eu Fukushima, elle a décidé dans les 8 jours de fermer 8 réacteurs nucléaires pour ne pas perdre les élections dans le Baden-Württemberg, que la CDU a perdu, contre un Vert. Les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Vous évoquez également des liens entre certaines associations écologistes et des entreprises gazières. Ah ben c'est de notoriété publique, Gazprom à travers Nord Stream 1 et 2. Donc Gazprom, la grande entreprise russe de production de gaz. WWF et un certain nombre d'autres. Vous parlez des Amis de la Terre qui auraient reçu 10 millions d'euros de Gazprom. Oui, c'est public. Tout ça, c'est entièrement public. Donc le WWF, les Amis de la Terre, auraient reçu 10 millions d'euros de Gazprom dans une optique antinucléaire. Bah écoutez, je ne sais pas. Vous posez la question. Après tout, en tout cas, le résultat est très antinucléaire. Je ne sais pas s'il est volontaire ou pas. En tout cas, côté Gazprom, il y avait deux intérêts évidents. Arrêter le nucléaire, si possible, européen. Et de l'autre, c'est aussi arrêter tout développement du gaz de schiste, qui irait contre leurs intérêts. Aujourd'hui, Anne Lauvergeon, quand vous rencontrez des dirigeants, quels sont, en matière de priorité, le conseil que vous leur donnez, quelle est la première mesure à prendre pour assurer à la France une souveraineté énergétique et pour permettre à la France d'être de nouveau compétitive et même d'être l'un des leaders dans la lutte, la guerre mondiale de l'énergie? Le premier point qui me semble absolument primordial, c'est de produire plus. Nous avons une base installée de donc, le fait 57 réacteurs. Que ce soit capé, il faut pas que ce soit capé, il faut qu'il y ait plus de production nucléaire. Qu'est-ce qu'il faut produire plus, Anne Lauvergeon ? Il faut produire plus de nucléaire. C'est-à-dire, alors produire plus de nucléaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une base installée aujourd'hui qui fonctionne. EDF s'est réjoui, félicité de ses résultats 2024, alors qui sont financièrement fantastiques, 11,4 milliards d'euros de bénéfices nets, mais 67% d'utilisation de son parc. Ça le classe en 2023, si je prends avant-dernier du classement mondial. Le dernier est dans l'Afrique du Sud. Pourquoi il y a encore 33% du parc qui n'est pas utilisé ? Alors, pourquoi il n'est pas utilisé ? D'abord, on peut se demander pourquoi EDF agit comme ça. Oui. La première raison, c'est que produire moins, c'est faire avoir une électricité plus chère. Oui. Donc des factures plus chères, donc des résultats meilleurs pour EDF.
On peut dire peut-être qu'il y a eu des arrangements historiques avec les autorités de tutelle sur le fait qu'il fallait laisser toute la place. Donc rien techniquement ne s'oppose à faire que EDF produise plus. Les réacteurs européens produisent en moyenne 85% du temps, donc c'est pas une question d'Europe, c'est pas une question d'âge des réacteurs. Les réacteurs américains sont à 91% depuis 10 ans. Pourquoi d'ailleurs les réacteurs nucléaires sont trop souvent à l'arrêt français ? C'est justement, je pose la question, pourquoi EDF ne les utilise pas plus ? Alors on posera la question au nouveau patron d'EDF, au successeur de Luc Rémont. Surtout qu'il sait, en tant que président de Framatome, changeant les combustibles à travers le monde, il sait comment on peut faire vite alors qu'EDF est lent. Un dernier point, est-ce qu'il faudrait que les énergies renouvelables, votre point de vue sur les énergies renouvelables, est-ce qu'il faut les garder, est-ce qu'il faut les réduire, ou est-ce qu'il faut encore les développer ? Alors il y a une deuxième urgence dans le système français, c'est tout ce qui concerne l'hydraulique. L'hydroélectricité, formidable façon de faire de l'électricité pas chère sans CO2. Aujourd'hui, parce qu'il y a un contentieux qui a à peu près 20 ans qui oppose la Commission européenne et le gouvernement français sur les concessions EDF, EDF ne fait pas d'investissement dedans. Or, c'est très bonne façon, là aussi, de parvenir à faire du stockage d'électricité. Voilà qui est dit, un secret si bien gardé, c'est court, c'est bien écrit, c'est passionnant et c'est vraiment à lire. C'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup Anne Lauvergeon.